Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Cet enseignement est dispensé dans le cadre de l'association La Voix de Dieu. L'association réalise ses objectifs, entre autres, par la proposition d'un enseignement. Et cette vidéo correspond au deuxième module, au second module de l'enseignement fondamental. Si vous voulez plus d'informations sur l'association, sur les enseignements, sur les autres actions, n'hésitez pas à consulter le site internet de l'association. L'adresse est en bas de l'écran, www.acceptelamourquejet'envoie.fr. Et donc c'est parti pour ce deuxième module intitulé Notre identité de matière. Alors dans les épisodes précédents, nous avons vu le premier module avec Dieu veut s'incarner. Donc en fait, l'objectif de Dieu est de s'incarner, et pour ce faire, il compte sur les hommes pour recevoir son esprit et incarner son esprit à travers leurs actes et leurs paroles. Pour ce faire, il nous a même pourvu d'un module de conversion esprit-matière, notre psyché, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce qu'on a dit par rapport à tout ça, et donc notre psyché qui fonctionne à partir de choses qui viennent de l'esprit, et qui au final, après les traitements de réflexion, d'analyse, de tout un tas de choses, vont finir par nous faire agir dans la matière. Et donc on va transformer ces idées, ces choses immatérielles en choses matérielles, en actions et en paroles qui viennent matérialiser les choses. Voilà. Malgré tout, le monde dans lequel nous vivons ne correspond a priori pas vraiment au monde promis par Dieu, et donc on a quand même l'impression que cette incarnation de Dieu dans la matière à travers nous ne fonctionne pas très bien. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Et donc c'est ce qu'on va commencer un petit peu à voir dans ce second module concernant l'identité de matière. Alors, donc nous allons nous allons parler de l'incarnation de notre âme, de notre identité de matière. On va parler aussi de la construction égotique et du monde de la périphérie. Alors, on va expliquer tous ces termes et tout ça, tout ce que ça veut dire. Alors, lors de la venue, de notre venue sur Terre, Dieu dépose en nous une âme. Donc, nous sommes avant tout une âme, nous sommes à la fois un corps de matière qui a été conçu hein, dans la matière, et à la fois cette âme qui vient être déposée dans ce corps. Alors, le problème, c'est qu'il est un peu difficile de savoir exactement quelle est la nature de cette âme, qu'est-ce que c'est vraiment exactement, hein. Donc il y a un certain nombre d'hypothèses ou de pensées diverses, hein. On parle de notre âme, c'est une étincelle de lumière divine, un petit morceau de Dieu qu'il détacherait de lui-même, comme par exemple si Dieu était un océan, il prélèverait des petites gouttes d'eau de cet océan, et ça serait nos âmes. Ou alors notre être avec un E majuscule que Dieu crée du néant et vient déposer en nous, qui nous permet d'exister. Il y a pas mal de... Voilà, on ne sait pas forcément exactement très précisément. En tout cas, il y a différents avis et différentes manières de voir les choses. Euh, et puis donc cette âme, en tout cas, quelle qu'elle soit exactement, ce qui est sûr, c'est que c'est Dieu qui l'a créée et c'est Dieu qui l'a déposée en nous. Après, le reste, c'est un peu plus hypothétique. Alors, cette incarnation, donc il y a plusieurs manières de la voir. Donc là, je propose une manière, c'est un peu l'incarnation à travers les dimensions et les corps. Donc c'est un schéma très simpliste, évidemment, hein, c'est juste pour avoir un visuel un petit peu. Donc le gros soleil en haut, là, on imagine que c'est Dieu, et puis donc des petites gouttes de Dieu qui se détacheraient de Dieu, ou que Dieu détacherait de lui pour les envoyer s'incarner, et donc ces gouttes passeraient à travers un certain nombre de dimensions, de mondes invisibles. Et à chaque fois, ces âmes, ces gouttes de lumière divine, je sais pas, euh, en fait, se doteraient d'un corps qui leur permettrait de traverser la dimension ou l'espace dans lequel ils sont. Et donc un espèce de corps, un espèce de véhicule qui permettrait donc à cette âme de pouvoir voyager à travers les dimensions. Et donc à chaque dimension, on imagine que l'âme se dote d'un nouveau corps. Et donc on arrive on arrive tout en bas avec notre dernier corps. Donc la dernière dimension, ce serait le monde de la matière dans lequel nous vivons. Et donc pour pouvoir vivre et voyager
dans ce monde-là, et ben l'âme a besoin d'un corps qui permet de bouger, de se mouvoir, de vivre dans ce monde, et donc ça serait notre enveloppe physique, notre enveloppe charnelle, notre corps physique, voilà. Ça serait la dernière enveloppe de cette âme qui serait donc à l'intérieur de plein de corps différents. Voilà, ça c'est une manière hein, on parle de ce genre de choses quand on parle d'incarnation de notre âme. Une autre manière de voir les choses, c'est de voir notre âme comme un pont entre les mondes. C'est-à-dire qu'il y aurait le monde invisible, où il y a Dieu, où il y a les esprits, où il y a plein de choses, je sais pas, c'est pas forcément l'objet de trop détailler ce genre de choses ici. Donc le monde invisible, et puis le monde de la matière dans lequel nous vivons. Et notre âme, en fait, serait un pont entre les deux mondes. C'est-à-dire que notre âme serait à la fois en nous, je sais pas, par exemple au niveau de notre cœur peut-être, hein, et à la fois aussi dans ce monde invisible. Et du coup, formerait un petit peu un pont qui nous permettrait d'avoir, alors entre guillemets, un pied dans chaque monde. C'est un peu beaucoup dit, mais voilà, en tout cas un lien, d'être relié à ce monde invisible d'une certaine manière. Alors, pour ça, il faut peut-être en parler 2 minutes de plus. C'est euh, le monde invisible, en fait, c'est comme une trame qui traverserait notre monde de la matière, hein. C'est-à-dire véritablement, les deux mondes sont pas l'un au-dessus de l'autre, comme dans le schéma précédent, ou l'un à côté de l'autre, comme on pourrait l'imaginer avec le schéma qu'on a sous les yeux. Mais en fait, ils sont complètement intriqués, en fait. Ils sont complètement superposés l'un à l'autre, en fait. Et donc notre âme, euh, en étant à un endroit, peut à la fois être à la fois dans le monde de la matière et à la fois dans le monde de l'invisible. Voilà, ça c'est donc une deuxième manière de voir l'incarnation de notre âme. Donc en tout cas, notre âme, qui a été correspond à ce qu'on est, on va dire, au plus profond de nous-mêmes, ou l'essence même, l'essence la plus, voilà, l'essence de ce qu'on est, qui a été créé par Dieu et qui vient être déposé dans notre corps de matière, voilà, euh, pour pouvoir vivre ici une expérience dans la matière. Alors le problème, c'est que on ne peut pas utiliser notre identité céleste, c'est-à-dire l'identité qu'on pourrait avoir avec cette âme, c'est-à-dire ce qu'on est là dans cette âme, pour vivre dans le monde de la matière. Ça, c'est pas possible, puisque le monde de la matière, c'est un monde qui est avant tout basé et permet l'individuation, c'est-à-dire le fait qu'on soit tous des individus séparés. Et ça, notre identité céleste, elle ne le permet pas parce que notre identité céleste, elle a la conscience du tout, du fait que on est tous, que on est tous reliés et qu'on forme tous ensemble un. Et donc en fait, pour notre identité céleste, pour notre âme, il n'y a pas de différence entre toutes les composantes du tout. Donc du coup, si on vivait ici dans le monde de la matière avec notre identité céleste, et ben en fait, euh, on ferait pas de différence entre nous, entre le voisin, entre la personne qu'on croise là, entre l'arbre et ainsi de suite. Donc on serait tout à la fois. Donc bah, ça serait absolument impossible de gérer ou de vivre ça, quoi. Donc on peut pas vivre avec notre identité de notre âme. Donc on est obligé de se créer une identité de matière, une identité qui va nous permettre de vivre ici, dans la matière, et d'avoir une conscience de notre individu séparé des autres. Alors c'est une illusion, parce qu'en réalité on n'est pas séparé des autres, on est tous ensemble, voilà, même si c'est pas forcément évident à concevoir ou à imaginer. Mais pour vivre ici, il faut qu'on ait cette impression d'être séparé des autres, c'est-à-dire que l'autre n'est pas moi et il est différent, et ce que je vais faire n'implique que moi, et voilà. C'est pas parce que je décide de manger que le voisin et tous ceux que je croise vont manger en même temps. C'est chacun son truc, chacun, voilà. Donc du coup, on a besoin de cette identité de matière, cette conscience de nous-mêmes en tant qu'individus séparés des autres pour pouvoir vivre et interagir dans ce monde. Voilà. Alors, la construction de cette identité de matière, eh bien, en fait, elle va se faire à la fois avec le développement de notre cerveau quand on est tout jeune bébé, enfant, avec les expériences de la vie et le développement de l'ego. Alors, quand je parle d'ego ici, je parle pas de notre fierté ou de notre oh, lui il a un ego surdimensionné. Non. L'ego c'est bien le moi, voilà, d'avoir la conscience du moi, d'être moi par rapport aux autres qui ne sont pas moi. Voilà.
Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que va se construire cette identité de matière. Alors, le truc, c'est que plus notre identité de matière va se mettre en place, plus nous oublions notre véritable identité, qui est celle de notre identité, de notre âme, notre identité céleste. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, enfin, c'est problématique et pas problématique, c'est un peu indispensable parce que sinon, on aurait des problèmes pour vivre ici dans ce monde-là, donc on en a besoin. Mais bon, après, voilà, ça a posé d'autres soucis. Donc c'est un petit peu ce passage-là entre l'identité de céleste et l'identité de matière, c'est un petit peu euh, comme l'acteur au théâtre. Voilà, c'est-à-dire que je suis acteur, voilà, vous faites du théâtre, vous allez à votre répétition de théâtre, voilà, bah, vous allez vous mettre dans la peau du personnage que vous allez jouer. Donc il y a à la fois l'acteur et puis il y a à la fois le personnage. Alors vous allez mettre le costume, vous allez commencer à vous habituer à bouger comme le personnage, à parler comme le personnage, voilà. Mais ce n'est qu'un personnage de théâtre et il y a toujours vous qui avez conscience de vous-même et qui êtes l'acteur en fait. Vous jouez un rôle, vous n'êtes pas voilà. Et ben là, ça serait comme si au bout d'une demi-heure, 1 heure de s'entraîner, voilà, et ben vous commenciez à vous prendre pour le personnage en fait et vous oubliez l'acteur qu'il y a derrière. Voilà. Alors, je sais pas moi si vous jouez par exemple euh, l'avare de Molière, si vous jouez à Harpagon, et ben voilà, vous commencez à être comme Harpagon et vous vous prenez pour Harpagon. Et donc votre vie, c'est quoi? Ben, le plus important, c'est la cassette avec les 10 000 pièces d'or qui est enterrée dans le jardin. C'est de marier vos enfants pour que ça vous rapporte et que ça vous coûte rien. C'est voilà. Et du coup, ben, vous appropriez ce monde-là. Et du coup, ben, vous avez plus conscience de l'acteur qu'il y a derrière. Donc, euh, donc voilà un petit peu ce qui se passe avec notre identité de matière qui remplace au fur et à mesure l'identité de notre identité céleste, notre âme. Et notre âme, du coup, elle a une certaine identité, elle a connaissance d'un certain nombre de choses, et puis elle se rend compte au fur et à mesure que ben, mais que en fait le personnage il devient autonome et puis il s'occupe plus de l'acteur et c'est plus l'acteur qui commande les mouvements ni ce que va faire le personnage, mais le personnage il est tout seul quoi. Et donc, vous, à la fin de la répète, vous dites, bon, ben là, maintenant, il faut que je m'en aille, moi, il faut que j'aille, c'est fini le théâtre, ma répète, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école, il faut que j'aille chercher le drive, il faut que, ouais, ce soir, j'ai un truc à terminer pour le patron demain. Et là, bah non, le personnage dit, bah non, je comprends pas, attends, moi, non, moi, je suis Harpagon, je laisse pas ma cassette avec mes pièces ici toute seule, voilà, moi, ma vie, c'est ça, c'est mes enfants, tout ça, je sais pas de quoi tu me parles avec ton histoire de courses d'enfants ou de je sais pas quoi, c'est pas ma vie, c'est pas voilà. Et donc là, du coup, vous vous retrouvez un petit peu coincé parce que, et ben du coup, vous vivez dans une certaine réalité et puis le personnage il vit dans une autre réalité et du coup, bah c'est compliqué, c'est un peu compliqué à gérer. Bah, c'est un petit peu la même problématique avec notre âme et puis notre notre identité de matière, c'est-à-dire que bah, notre âme vit dans une certaine réalité, puis nous, avec notre identité de matière, on vit dans une autre réalité, quoi. Alors, vous avez beau lui dire à Harpagon, ah non mais attends, là, ce que tu fais là, c'est pas réel, c'est une illusion, en fait, voilà, il va vous dire, regarde, tu vois bien là, c'est chez moi, c'est ma maison, regarde, je suis là, je suis Harpagon, de quoi tu me parles, quoi? Voilà, il y a complètement incompréhension entre les deux personnages, entre l'acteur et puis son personnage. Voilà, c'est comme avec un avatar vidéo, hein, d'un jeu vidéo, si vous faites un jeu vidéo, et ben vous prenez la télécommande et puis vous jouez à votre jeu et c'est vous qui dirigez le petit bonhomme qui est dans le jeu. Hein. Donc si vous jouez à Mario Kart par exemple, ben, c'est vous qui dirigez le kart pour les virages et tout ça. Hein. Et c'est comme si tout d'un coup, ben, hop, Mario il prenait les commandes de lui-même et puis il décidait quand est-ce qu'il va tourner, quand est-ce qu'il va accélérer, quand est-ce qu'il va freiner, puis vous perdez les commandes quoi. Et puis Mario, il se dit, bah, voilà, moi, je suis un conducteur de kart, il faut absolument que je gagne, voilà. Et puis, il a plus du tout conscience de vous qui êtes en train d'essayer de le manipuler avec avec la commande, mais avec la manette de jeu, mais ça marche pas du tout. Et donc, ben voilà, sa vie pour lui, c'est plus du tout la vôtre. Pour lui, sa vie, c'est de conduire des kartings, d'essayer de rentrer dans des cubes transparents pour avoir des pouvoirs et d'éviter les pots de banane. Voilà ce que devient sa vie. Et il n'y a que ça qui est réel pour lui. Le reste n'a plus d'existence. Donc voilà. Donc voilà ce qui se passe un petit peu avec notre identité céleste et notre identité de matière, c'est-à-dire que notre conscience de notre âme et de ce dont elle a la conscience et des connaissances qu'elle a s'estompe
Et plus notre identité de matière se met en place, et donc nous devenons, nous nous identifions à cette identité de matière, et pour nous, ça devient notre vie, et il n'y a que ça qui existe, et point final, quoi. Donc voilà un petit peu le jeu qui se joue entre ces deux identités-là. Mais alors du coup, on a pas mal parlé de cette identité de matière, mais alors qu'est-ce que c'est exactement? On va voir ça un peu plus en détail. Alors, notre identité de matière est avant tout basée sur un ensemble de critères. Alors, des critères, ce sont des, des éléments, des valeurs, des idées que j'ai fait miennes, avec lesquelles je suis d'accord. Voilà, qui me semblent être importantes. Euh, dans le livre Les 4 accords Toltec, l'auteur nous parle de, du fait qu'on signe un contrat. On signe un contrat avec plein de choses. C'est-à-dire que si ça nous convient, alors on dit, voilà, c'est comme si on signait un contrat en disant, ça me convient, je suis d'accord avec ça. Par contre, ça, je suis pas d'accord. Donc voilà, et ainsi de suite. On définit un certain nombre de choses. Donc les critères de mon identité, ils vont se définir en fonction de mon évolution dans la vie, en tant que bébé, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en fait, on va créer au fur et à mesure des critères. Alors les critères, par exemple, ils nous viennent de notre éducation, hein, que ce soit l'éducation dans la famille ou à l'école. Voilà, on va avoir un certain nombre de critères qu'on va adopter. Voilà. Il y a aussi des critères qui viennent de notre héritage socioculturel, notre manière de fonctionner, voilà. Si j'étais né dans un autre pays ou à une autre époque, j'aurais pas forcément les mêmes critères. Voilà, c'est-à-dire que je verrais pas forcément la vie de la même manière, ou ainsi de suite. Il y a la façon dont on s'exprime, par exemple, les mots qu'on utilise. Voilà, en fonction de si je parle argot ou verlan de manière vulgaire, ou si je m'exprime plutôt bien, ou si je m'exprime comme les jeunes avec des mots dans tous les sens, ou voilà, peu importe, hein. En tout cas, ça va définir des choses ça va définir mon identité là quelque part. C'est-à-dire que ça va être des critères. Si je me dis, moi j'aime bien, je trouve ça bien de s'exprimer de cette manière-là, donc je vais faire le choix de m'exprimer de cette manière-là parce que c'est comme ça que c'est ça qui me plaît. Voilà. Donc j'adopte ces critères-là. Et du coup, je vais adopter ces critères-là, du coup aussi en disant, je ça me plaît pas de parler comme ça, ou ça me plaît pas de voilà. Donc on a toujours le côté ça me plaît pas, quoi. On a aussi les valeurs profondes. Alors par exemple, les valeurs profondes, euh, c'est euh, les valeurs profondes, c'est le non négociable, c'est-à-dire ce qui est le plus important, on va dire, pour nous. Par exemple, c'est l'honnêteté. Voilà. Mais ça peut être l'honnêteté pour nous, mais ça peut être aussi l'honnêteté pour les autres, c'est-à-dire dire euh, les autres doivent être honnêtes avec moi, c'est vraiment fondamental. Quelqu'un qui est pas honnête avec moi, c'est pas possible, quoi, tout simplement. Bon, après, il y a un sacré panel entre la malhonnêteté et complètement honnête. C'est-à-dire que bon, il me dit pas forcément tout, mais bon, il est pas malhonnête non plus. Voilà, après, chacun met ses curseurs là où il le veut. Voilà, ça peut être des exemples comme ça. On a aussi la bonne conscience. Alors, la bonne conscience, c'est la bonne conscience, voilà, voilà, vous imaginez ce que c'est, hein, c'est tout ce qui me fait avoir bonne conscience. C'est-à-dire que c'est bien de faire comme ça, hein, c'est pas bien de faire comme ceci, ça se fait, ça se fait pas, voilà, tout ça. Donc là aussi, on a tous une évaluation différente des choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour nous qui sont acceptables, puis d'autres qui ne sont pas acceptables. Donc on a tous nos critères en fonction de nos expériences de vie qui sont fabriquées comme ça. C'est-à-dire qu'on a vécu des choses et on s'est dit, ah non, mais ça c'est vraiment nul, ça c'est voilà. Au contraire, ah, ça me plaît bien, moi je suis ok. Voilà, donc chacun, c'est voilà. Les valeurs morales, c'est ce qui me paraît correct ou pas correct de faire, de dire, voilà, ainsi de suite, hein. On a les blessures. Alors les blessures, en fait, ça c'est lié aux expériences de la vie, hein. C'est-à-dire qu'on va tout d'un coup avoir des choses qui vont nous blesser, des réflexions, des choses qui vont nous être dites, voilà. Et à partir de là, on va créer des critères qui vont être des critères d'acceptation. Les gens qui se conduisent comme ça, c'est pas possible, parce que il y en a voilà, parce que il y en a qui sont conduits comme ça avec moi et que ça m'a blessé, donc voilà. Ou ainsi de suite. Enfin voilà, des choses à partir de là
la raison, la logique, la façon dont on analyse la vie, ça aussi, hein, il y a des critères par rapport à ça. C'est-à-dire que, voilà, notre manière de fonctionner, on va plutôt adopter tel type de fonctionnement et rejeter tel autre type de fonctionnement. La normalité, c'est ce qui me paraît normal, c'est-à-dire, qu'est-ce qui me paraît normal? Ça me paraît normal de vivre en couple, d'avoir un travail, voilà. Donc j'ai une vision de, la vie, ça doit être comme ça, quoi. Ça doit, voilà, comment ça doit se passer. Notre orientation sexuelle, hein, nos goûts, si on aime les femmes, si on aime les hommes, si on les aime comme ceci ou comme cela, tout ça, c'est des critères aussi d'évaluation, hein, qu'on va définir de par nos expériences, qui vont constituer notre identité, donc etc. Bon, c'est une liste pas du tout exhaustive, il y a plein de choses et c'est impossible de faire le tour de toute façon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va s'identifier à tous ces critères-là et on va dire je suis ça. Voilà ce que je suis. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas qu'il y ait des gens qui soient pas honnêtes. Pour moi, vivre, c'est vivre en couple, c'est avoir des enfants, c'est avoir un travail, c'est faire ceci, faire cela. C'est ça c'est bien, alors ça, il est hors de question, c'est pas possible. Enfin voilà, toute cette manière de voir, tous ces critères qui nous permettent d'évaluer un petit peu les choses autour de nous et qui font que, ben, en fait, tous ces critères forment une espèce d'identité. Donc en fait, euh, ce sont un ensemble de critères que nous adoptons et à laquelle on s'identifie. Et en fait, si chacun de ces critères-là était un pixel, et ben on pourrait faire un petit peu une représentation, une espèce d'image de notre identité. Voilà. Donc on aurait une espèce d'image comme ça avec tous nos critères qui seraient les uns à côté des autres et qui nous permettraient de voir un petit peu qui on est en fait, voilà, notre on est plutôt ça on n'aime pas, ça on est d'accord, ça on n'est pas d'accord, on supporte, ça on ne supporte pas. Voilà tout ça. Et donc en fait, l'ensemble de ces critères pourrait former notre image, une espèce d'identité de matière. Hein, on pourrait dire les 1000 visages de notre identité, voilà. Donc voilà un petit peu la première vraiment grosse composante de notre identité de matière, ce sont cet ensemble de critères-là, qui sont des critères que nous adoptons en fait au cours de nos expériences de vie. Euh, donc c'est une identité qui est construite de manière assez subjective euh, parce que ben, en fait en fonction de comment je réagis euh, à ce qui se passe dans mon environnement, et ben du coup il y a des choses qui vont me plaire, il y a des choses qui vont pas me plaire, il y a des choses qui vont euh, voilà, s'il y a des moments donnés j'ai été valorisé ou j'ai été ceci, ben, ça va plutôt m'orienter vers ça. S'il y a des moments où j'ai été dénigré, ainsi de suite, ben, voilà. Donc en fait, c'est à la fois un peu subjectif parce que ça dépend de comment je vais vivre les choses, et puis aussi c'est un peu, je sais pas si on peut dire subjectif dans ce cas-là, mais ça va dépendre des expériences que je vais vivre aussi. C'est-à-dire que s'il y a certaines expériences, je les vis, elles vont marquer, et du coup, il va y avoir en effet des choses qui vont se dessiner dans mon identité par rapport à ça. Et puis, il y a peut-être des choses ben, que je vais pas vivre. Et du coup, voilà. Alors que si je les avais vécues, ben, j'aurais été marqué, je serais différent. Euh, donc, cette identité de matière ou cet ensemble de critères, elle est autant due à des circonstances extérieures que à ce que je suis peut-être au plus profond de moi-même, je sais pas trop. Elle serait, voilà, si par exemple j'étais né, moi je sais pas, dans un village en Afrique, au fin fond de la brousse, où il n'y a pas grand-chose à manger, où à 12 ans on te met une arme dans les mains et tu pars à l'arrière du pick-up avec les autres. Je suis pas sûr que je serais exactement le même que celui que je suis là aujourd'hui devant vous, quoi. Euh, Clairement, je sais pas exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette identité de matière, cet ensemble de critères, c'est pas mon essence constitutive. C'est-à-dire ce que j'étais à la naissance ou à mon premier battement de cœur. Euh, Quand je suis né, le jour où je suis né, je n'avais absolument pas cette identité que j'ai aujourd'hui. Tous ces critères, je ne les avais pas. Et qui j'étais à ce moment-là? Est-ce que j'étais déjà Laurent ou est-ce que j'étais pas encore Laurent? Est-ce que voilà, qui j'étais? Qui suis-je? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, j'étais pas cet ensemble de critères parce que je me les suis fabriqués par la suite. Alors, la construction égotique, donc c'est basé sur trois principes. Donc, premièrement, cet ensemble de critères qui est vraiment le socle, la base de mon identité de matière. Hein. Vraiment, voilà. La deuxième chose, c'est toutes les pensées qui sont issues de ces critères. C'est-à-dire que
vivre avec ces critères, ou plutôt tout ce que je vais vivre, toutes mes pensées vont être marquées par ces critères-là. C'est-à-dire que euh, elles vont être issues de l'interprétation de ce qui se passe autour de moi à travers ces critères-là. Donc ces ensembles de pensées vont faire partie de cette construction égotique, avec un troisième élément qui sont des enjeux. Des enjeux que notre ego place sur nos liens horizontaux. Alors ça, on n'en a pas parlé, on va justement voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ces enjeux. Alors ces enjeux, ce sont, alors d'abord on va voir les liens horizontaux sur lesquels se mettent les enjeux. Donc les liens horizontaux, c'est les liens qu'on a avec tout en fait, avec les personnes, avec les lieux, les projets, les choses, voilà. Donc entre les relations d'une personne à une autre, avec un lieu, c'est-à-dire mon lien avec tel ou lieu, euh, des projets que je peux avoir, tous les objets, il y a des objets que j'aime bien, des objets que j'aime pas. Et puis bon, les interactions de manière générale, comme le lien qu'on peut avoir avec un organisme, un groupe d'individus, peu importe. Et les enjeux, ce sont comme une espèce de poids que l'ego place sur ces liens. C'est-à-dire que le lien qui me relie avec une personne, un lieu, une chose, et ben du coup, je vais y mettre plus ou moins d'importance ou un poids particulier qui fait que ce lien-là, il va pas être neutre. Il va avoir une certaine importance ou pas. Alors, quelques exemples. Pour une relation sentimentale, un enjeu, c'est je ne peux pas vivre sans elle. Si elle me quitte, je me retrouverai tout seul, je ne veux pas vivre cela. Et donc, un lien qui est un lien avec une personne qui pourrait être neutre, c'est-à-dire, bah voilà, j'apprécie d'être avec cette personne, ou voilà, mais voilà, et bien du coup, va être chargé de quelque chose qui fait que ça va avoir un impact sur mon comportement. C'est-à-dire que si je suis dans l'état d'esprit, je peux pas vivre sans elle, bah, c'est-à-dire que je peux pas vivre sans elle, donc je vais tout faire pour ne pas vivre sans elle, donc pour pas qu'elle parte. Et donc du coup, je vais certainement adopter ou adapter mes comportements pour que ça n'arrive pas. Voilà, pour une relation amicale, c'est je serai là en toutes circonstances pour lui lorsqu'il en aura besoin, parce que c'est vraiment mon ami. Et du coup, ben, si un jour je suis face à certains choix, et bien cet enjeu il va compter. C'est-à-dire que je ferai pas mes choix n'importe comment. C'est-à-dire que si certains choix font que je suis pas là pour cette personne-là le jour, voilà, ben ça peut me poser problème et du coup, voilà, me bloquer. Pour un lieu, c'est ici que je veux vivre jusqu'à la fin de mes jours, par exemple, hein. Tous ces enjeux, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler des chaînes, hein. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont. Je suis pas libre de d'interagir souplement, euh, mais ça m'oblige à agir de telle manière, à faire tel ou tel choix, hein. Donc en général, ces enjeux ils prennent différentes formes. Souvent, c'est la forme d'une peur, d'un devoir ou d'une vision limitante, mais voilà, on a vraiment l'idée de ces chaînes là qui nous retiennent. Euh, et donc en fait, on a donc cette construction égotique qui est l'alliance entre cet ensemble de critères, toutes ces pensées qui vont être générées par le fait de vivre avec ces critères-là, et puis ces enjeux aussi qui vont avoir un impact sur ma manière d'être et qui impactent mon identité. C'est-à-dire que bah, moi, je suis quelqu'un qui est présent pour mes amis, c'est vraiment important pour moi. Donc voilà, euh, moi, je ne quitterai jamais mon village. Je suis attaché ici et voilà, quoi qu'il se passe, ça sera non. Je ne partirai pas. Et donc, ça fait partie de mon identité complètement. Alors maintenant, on va aborder la quatrième partie de ce module qui est le monde de la périphérie. Alors, d'abord, le mot a été choisi, périphérie, par opposition au centre. D'accord? Donc on a à la fois le centre et puis à la fois la périphérie qu'il y a autour. Donc le centre, ça représente ce qu'il y a le plus au centre de moi-même, c'est-à-dire mon âme, mon cœur profond, ce que je suis au plus profond de moi-même, voilà. Hein, et puis la périphérie, ça représente en fait mon identité de matière, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour, euh, toute cette construction égotique. Le centre, c'est là où je vis quand je suis vraiment aligné avec ce qu'il y a de plus profond avec moi-même. Et la périphérie, c'est là où je vis quand je vis à travers mon ego. Voilà. Donc, soit je vis dans mon centre, soit je vis à la périphérie. Et donc, bien souvent, la plupart d'entre nous, nous vivons dans le monde de la périphérie. C'est-à-dire, nous vivons notre vie à travers notre ego et non pas à travers notre cœur et notre âme. Et donc, on vit en orbite, on vit loin de nous-mêmes. Voilà, loin de notre cœur. La structure égotique,
va agir comme une matière filtrante qui déforme la réalité. Et la périphérie, ça correspond à cette réalité déformée. D'accord? Alors, comment on fonctionne avec cette matière filtrante? Et ben en fait, tout ce qui va m'arriver dans la vie, euh, toutes les situations auxquelles je vais être confronté, toutes les personnes que je vais rencontrer, tous les événements qui vont m'arriver, et ben en fait, je vais les interpréter à travers cette matière filtrante, c'est-à-dire à travers mes critères, mes pensées voilà, et puis les enjeux. Et donc du coup, je vais juger tout ce qui se passe et je vais les interpréter de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en fonction de mes critères, je vais porter des jugements et je vais bah, savoir comment réagir vis-à-vis de tout ça par rapport à mes critères et uniquement par rapport à ça. Et donc en fait, je vais avoir au final en moi-même une perception, euh, modifiée de ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire que ce que je vais réellement récupérer au fond de moi-même, c'est l'interprétation de ce qui se passe à travers ma périphérie, à travers ma matière filtrante. Voilà. Et de la même manière, ce qui va sortir de moi-même, ça va être pareil. C'est-à-dire que je vais avoir envie de faire des choses, de dire des choses, mais au final, ce que je vais vraiment réellement faire, mon comportement réel, va être ce qui émane de moi, mais qui va être filtré par cette matière filtrante. C'est ce qu'on appelle, par exemple, quand on parle, par exemple, d'élan du cœur, voilà, tout d'un coup, je vais avoir envie de dire quelque chose, je vais avoir envie de faire quelque chose, et puis, pouf, je vais commencer à me mettre un peu à réfléchir, et je vais me dire, ouais, mais bon, est-ce que je peux vraiment faire ça? Est-ce que c'est sérieux? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Peut-être il faudrait d'abord que je fasse ça comme ça. Voilà, en fonction de mes critères d'évaluation, de tout un tas de choses, de mon identité de matière en fait, eh ben je vais finalement remodeler un petit peu tout ça pour que ce qui sorte de moi réellement eh ben, va correspondre au moule de mon identité de matière. Et c'est comme ça justement qu'il y a énormément d'élan du cœur qui sont freinés ou brisés assez rapidement et qui vont pas très loin parce que du coup, c'est pas conforme aux critères de mon identité de matière. Euh, alors, euh, donc, je vis à travers le prisme de mon ego, de la construction égotique. Je juge tout ce que je vis à travers le prisme de mes critères. Hein. Voilà. Et donc, cette structure égotique, en fait, amène un biais cognitif. Un biais, c'est une déviation dans le traitement des informations. C'est-à-dire qu'au lieu de voir les choses telles qu'elles sont, je vois les choses interprétées par mes critères, donc à travers le prisme de mon identité de matière. Voilà. Alors, on peut prendre un exemple, si vous voulez. Par exemple, si vous passez devant une table, eh bien, il y a de très fortes chances que vous ne voyez pas une table, mais que vous voyez l'interprétation que vous faites de cette table-là. Ce que vous allez voir, c'est une table qui est trop grande, qui est pas belle, qui doit coûter drôlement cher, que vous aimeriez bien avoir chez vous, ou qui est vraiment trop grande, qu'est-ce que vous feriez à deux à manger sur une grande table comme ça, ou qui a un matériau bien trop fragile et du coup jamais vous achèteriez une table comme ça. Ou je sais pas quoi d'autre, en fonction de vos critères d'évaluation de votre identité de matière, vous allez immédiatement juger et interpréter ce que vous voyez. Et donc, en fait, vous voyez jamais une table. En fait, on voit rarement les choses qui sont autour de nous. On n'en voit que leur interprétation. Et donc voilà un petit peu comment ces critères de cette identité de matière, cette identité de matière de manière générale, va nous amener à un biais dans l'interprétation de ce qui nous entoure, de ce qui nous arrive, de ce qu'on vit, et ainsi de suite. Voilà, c'est la fin de ce module sur notre identité de matière. Donc nous avons vu que eh bien nous avons à la fois cette dissociation entre l'identité de matière et l'identité céleste. L'identité céleste qui est notre âme, qui vient ici avec peut-être des objectifs, des choses à faire, et puis notre identité de matière qui, elle, euh, se construit à partir de nos expériences de vie. Et puis, à fur et à mesure d'adopter des critères et des critères et d'autres critères, et ben, en fait, on s'identifie à tout ça et on vit à travers tout ça. Et je vis à travers cette identité de matière et donc je vis dans le monde de la périphérie.
Et donc, pour poursuivre, eh ben, nous verrons dans le prochain module la trajectoire de l'humanité, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de ce mode de fonctionnement sur la vie en général. Voilà, et bien merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je l'espère à très vite pour la suite, c'est-à-dire ce troisième module sur la trajectoire de l'humanité. Au revoir.